Merci, j'espère que cette présentation ne vous a pas déjà endormi. En fait, on va voir, parce qu'en fait, beaucoup de ces titres sont totalement immérités, et ce ne sont pas les titres qui comptent, c'est en fait ce que Marie-Thérèse dit, la pédagogie. Nous avons en fait 3 semaines jusqu'au premier tour. Ça veut dire que dans 1 heure, vous devez sortir avec des arguments extraordinaires pour convaincre tous les hésitants et pour dire pourquoi la seule solution pour sortir de la crise actuelle, c'est voter Marine. Alors, je vais peut-être pas parler avec des papiers, parce que bon, j'ai toujours des notes, on ne sait jamais, il y a peut-être une apix cachée quelque part, donc s'il faut faire une addition, je prendrai mon crayon, mais sinon je vais vous parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de ce qui me semble le plus important dans le programme de Marine, et je répondrai à des questions, si possible par écrit, parce que c'est plus facile de faire le point, mais s'il n'y a pas assez de questions par écrit, je répondrai aussi aux questions qui seraient posées de façon orale. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait actuellement? Sur les grands piliers du programme économique de Marine, vous en avez entendu parler, il y a des sujets qui sont plus ou moins délicats à manipuler, mais tout le monde sait, et je pense que vous le savez encore plus que moi, surtout ceux qui sont encore dans la vie active, parce qu'on a oublié de vous dire que d'être professeur émérite à HEC, ça veut dire que je ne suis plus en activité depuis 1 an. Hein. Donc, professeur émérite ou sans mérite, vous le direz après, mais pour le moment, ce que je voudrais dire, c'est que la chose la plus fondamentale, c'est de comprendre dans quelle situation de crise nous sommes depuis des années. Et encore une fois, ceux qui sont encore au contact de la vie, de la vraie vie, le savent sans doute mieux que moi. En 10 ans, le nombre de pauvres a explosé. Le nombre de ceux qui vont au restaurant du cœur ont explosé. Le nombre de chômage a peut-être augmenté de 1 million de personnes. Alors pourquoi ? Ce n'est pas forcément parce que nos gouvernants sont méchants ou incapables, c'est parce qu'ils sont dans un système qui les conduit à prendre de mauvaises décisions. La grande question, c'est pourquoi ce système nous conduit ainsi dans la mauvaise direction et pourquoi nos gouvernants ne veulent pas en sortir. Alors, pourquoi le système actuel est néfaste? Alors, vous savez sans doute qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises au cours des âges. Il y a 2 grandes mesures ou lois ou règlements qui ont été mises en place. La première chose, c'est la tristement fameuse loi de 1973, la loi dite Pompidou-Giscard, parce qu'elle a été votée peu de temps avant la disparition de Pompidou. C'est une loi qui interdit à l'État français d'emprunter directement auprès de la Banque centrale. Vous me direz, c'est technique. Après tout, si l'État peut emprunter, peu importe auprès de qui il peut emprunter. Mais vous avez déjà une partie de la réponse. Vous savez que depuis lors, l'État français a emprunté à des banques. Bon, ce n'est pas les banquiers qu'il faut pendre, mais peut-être la banque elle-même, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, le fait que l'État paye à des banques, c'est déjà peut-être ennuyeux, mais ce qui est surtout ennuyeux, c'est qu'elle paye avec un certain taux d'intérêt qui, au cours des ans, a tourné autour de 3%. 3%, quand la croissance est de 1%, on voit bien qu'il y a déjà un problème. On voit que déjà les banquiers s'enrichissent au détriment des emprunteurs, qui est ici l'État. L'État, c'est donc vous et moi, surtout quand vous payez les impôts. Le fait d'avoir emprunté depuis 1973, donc depuis presque 40 ans, a contribué à l'augmentation de la dette actuelle. Je pense que si je faisais un quiz, tout le monde connaîtrait le montant de cette dette. Qui ne connaît pas le montant de la dette actuelle? Vous êtes tous très savants. Bon, alors, en dehors de Martine qui a oublié... Ça change tout le temps. Voilà, ça change, mais effectivement, ça change tous les jours. Mais elle augmente. Ça change tous les jours. Ça augmente tous les jours. Disons que fin de bonne réponse, je vois que vous suivez.
C'est mieux souvent que les élèves qui dormaient rapidement, donc vous n'êtes pas encore endormis, c'est bien. Donc fin 2011, non, c'est un sujet évidemment très grave, fin 2011, le montant de la dette avoisinait les 1700 milliards d'euros. Sur ces 1700 milliards, 1400 milliards correspondent simplement aux intérêts qui auraient dû être payés aux banquiers. Ça veut dire que si vous faites une soustraction rapide, Martine, 1700 moins 1400, ça fait 300. 300 milliards. Alors, il y a des chiffres qu'il est important de connaître. Je ne suis pas là. Hein. Moi, je suis là, mais pas pauvre. Donc, si on n'avait à payer que 300 milliards, ça serait une dette totalement raisonnable, parce que certaines dettes sont raisonnables. Quelques chiffres à connaître. Grosso modo, le PIB, c'est-à-dire la production globale de la France, correspond à peu près à 2000 milliards. 2000 milliards, une dette de 1700 milliards sur 2000, ça fait beaucoup, ça fait de l'ordre de 85%, mais 300 milliards sur 2000, hein, c'est quand même beaucoup moins. Même moi, je saurais calculer, ça ferait 15%. Vous voyez, il y a une grosse différence. Ces 2000 milliards ont augmenté un petit peu, puisqu'en fait, entre 2002 et 2011, il y a eu un taux de croissance moyen de 1%. Bien 1%, comment se fait-il donc que vous n'en ayez pas vu la couleur? Eh bien, 1% de croissance, si on ramène ça au taux de croissance de la population, et si on y inclut l'immigration, qui, bon an, mal an, plutôt mal an d'ailleurs, tourne autour de 300 000 personnes, on voit que finalement, le PIB par tête de pipe, si je peux dire, par tête d'habitant, n'a pas bougé en 10 ans. Si vous faites le calcul, 65 millions d'habitants, 2 milliards, ça doit tourner autour de... Julien, tu sais ça? Non? 80 000 euros par personne. Pardon, 30 000 euros par personne, merci de m'avoir contredit. 30 000 euros par personne. Et si on ramène ça au nombre à la population active, qui tourne autour de 25 millions de personnes, on arrive à 80 000 euros. Donc, chiffre important, 1700 milliards dans 1400 milliards de dettes, 2000 milliards de PIB, ramené à la population active, c'est 80 000 euros par personne, et si on divise par la population, c'est 30 000 euros. Autre chiffre quand même qu'il faut connaître, ce revenu est très mal distribué, puisque près de 75% de la population gagne moins de 2200 euros par mois. Et la plupart des gens, c'est-à-dire 50% des gens, gagnent moins de 1600 euros par mois. Donc, on a une situation difficile, on a une population dont une partie va de plus en plus dans la pauvreté, sinon la misère, et face à ça, que peut-on faire? Alors, il y a deux approches. Il y a une approche disant on fait ce qu'on peut, mais c'est parce qu'on ne fait pas assez d'Europe, alors il faudrait aller plus vers le fédéralisme, et aussi vers une deuxième chose que j'ai oublié de préciser, qui est qu'en dehors de cette fameuse loi de 1973, il y a ce qu'on appelle une organisation qu'on appelle l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui voudrait qu'on puisse libéraliser à la fois les capitaux, c'est-à-dire que les capitaux puissent aller n'importe où, les biens, les services et les personnes. Il y a 70 ans, 65 ans, un grand économiste que vous connaissez peut-être de nom, un certain Keynes, avait proposé en fait que les échanges soient équilibrés. C'est un peu ce que Marine propose maintenant, c'est-à-dire que les flux de capitaux, les flux de biens, les flux de services et les flux de personnes soient équilibrés et que les échanges soient mis sous un certain contrôle multilatéral. En d'autres termes, il fallait que les pays exportateurs exportent moins, il fallait que les déséquilibres de capitaux
soit corrigé, et tout cela devait se faire dans la plus grande harmonie des nations. Bon, c'était utopique peut-être, mais on comprend bien que lorsque les déséquilibres s'aggravent, on ne sait plus trop quoi faire. Alors, parmi ces déséquilibres, il y a le déséquilibre lié au déficit commercial. En 2002, c'est deux dates importantes à retenir. C'est l'utilisation générale de l'euro, monnaie unique, j'y reviendrai, et c'est aussi, c'est une coïncidence, l'élection de Jacques Chirac, mais aussi un deuxième tour, Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac. Il se trouve que un certain nombre d'idées du Front National avaient commencé à acquérir droit de cité, puisqu'on se posait déjà la question de ce libéralisme à tout crin. Puisque l'OMC, c'est l'ultralibéralisme, c'est-à-dire il ne faut rien faire pour empêcher, pour réguler quoi que ce soit. Je tiens à vous dire que ce qui s'est passé en Grèce, en Italie, et ce qui se passe actuellement chez nos voisins qui ne sont pas très très loin d'ici, c'est mettre encore plus de libéralisme dans la société, dans l'économie de ces pays. Libéralisme, ça veut dire qu'il faut diminuer les possibilités qu'il faut au contraire permettre le licenciement dans n'importe quelle condition, il faut diminuer les salaires, il faut lutter contre toute protection, quelle qu'elle soit, etc. Donc en fait, c'est aller encore plus loin que la situation actuelle. Hein, c'est un peu comme, je vais prendre une comparaison osée, j'espère que personne ne m'en voudra. Hein, c'est un peu comme si l'USAP perdait 13 matchs d'affilée et on insistait sur le mode de jeu en disant on est mauvais, mais alors continuons, soyons encore plus mauvais, ça finira par marcher. C'est un peu ce qui se passe dans le domaine de l'économie. Hein. J'espère que personne ne va me taper dessus. C'est ce qui se passe dans le domaine de l'économie. Ça ne marche pas. L'Europe, ça ne marche pas. Il faut en faire encore plus. L'euro, ça ne marche pas. Il faut à tout prix le garder. Alors, on reviendra sur le problème de l'euro, parce que c'est un problème délicat, mais c'est une des raisons qui ont fait qu'aucune politique économique nationale n'a pu se développer depuis une dizaine d'années. Bon, ça, je vous ai donc fait un panorama de la situation actuelle. Alors, j'insiste sur 2 ou 3 autres points. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le déficit commercial. Le déficit commercial ne se voit pas concrètement, mais se concrétise par le fait que, je ne sais pas si vous avez essayé d'acheter un petit jouet non chinois actuellement ou non thaïlandais, c'est impossible à trouver. Nous avons la chance d'avoir un certain nombre de petits-enfants. Lorsqu'on veut leur acheter français ou même européen, c'est presque impossible. Ça veut dire qu'en fait, de plus en plus de produits étrangers entrent en France. Bon, ça ne serait pas grave en soi si ça ne contribuait pas à un déficit commercial qui correspond fin 2011, c'est-à-dire sur l'année 2011, il y a eu un déficit commercial de l'ordre de 69 milliards 800 millions. Je ne crois pas me tromper, mais disons 70 milliards, hein, vous me passerez les décimales. Donc 70 milliards d'euros. En quoi c'est embêtant? Vous me direz, au contraire, c'est bien, puisqu'on reçoit plus qu'on donne, hein, c'est mieux encore que dans la Bible. Hein. On donne, d'accord, mais on reçoit plus, c'est formidable. Sauf que